nous sommes ici, les Blancs, les Québécois, nous sommes les Israéliens de la place. On occupe cette fonction-là dans les rapports de pouvoir. Prenons l'exemple du Québec. Quel est l'objectif de la laïcité ici au Québec? On laïcise constamment, on sécularise constamment. C'est une entreprise, on a l'impression qu'elle est infinie. Pourquoi tu as décidé d'aller faire Dahieh, le banlieue sud de Beyrouth? Dans la banlieue sud en particulier, les gens n'hésitaient pas à se faire des reproches d'ordre moral. C'est-à-dire, on fait pas ça, faites attention, on fait pas ça ici. Et c'est quelque chose qui, chez nous, est plutôt rare. Et on a du mal avec ça. Parfois, on voit quelque chose qui est répréhensible et on ne sait pas quoi faire. Comme anthropologue, surtout quelqu'un qui est allé au Dahieh, comment est-ce que tu abordes un sujet comme le sujet du Hezbollah? Un instant avant de débuter notre entrevue, on va vous demander de vous abonner à notre chaîne, d'aimer notre contenu et de le partager avec vos proches. Ça nous aide énormément. Merci. Je parle la langue de mon colonisateur, celui qui a tracé des frontières artificielles pour qu'on s'identifie comme Libanais, Syriens ou Palestiniens. Des frontières qui ont ouvert la voie à un projet colonial qui ravage ma région depuis plus d'un siècle. Mais je parle aussi la langue de René Lévesque, de Louise Arel, de Jean-Luc Mélenchon et de Gisèle Halimi. Je parle la langue de ma ville, Montréal, une ville qui a accueilli mes parents avec leur bagage religieux, linguistique et culturel. Mais malheureusement, tout change avec le temps, autant en Asie de l'Ouest que chez nous. Maintenant, comment on peut lire ces changements et saisir les impacts sur les sociétés et comprendre les identités qui en émergent? Pour en discuter aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui les observe sur les terrains depuis plusieurs années. Son travail l'a mené au Liban, notamment dans les séminaires religieux de la Hawza, au cœur de la Dahieh, le banlieue sud de Beyrouth. Ses travaux portent sur l'islam, la sécularité et la migration. Jean-Michel Landry, professeur d'anthropologie à l'université Colton. Yallah, on commence. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ منيح. كيفك أنت؟ Alhamdulillah. Hein? C'est bien. Je vais le tester avec l'arabe, ça passait là. C'est bon. Bon, on va commencer directement. On va commencer avec ton parcours. Parmi tous les terrains que tu aurais pu faire dans ta vie, pourquoi tu as décidé d'aller faire Dahieh, le banlieue sud de Beyrouth? C'est une longue histoire. Je devais pas me retrouver dans la banlieue sud de Beyrouth à l'origine. J'ai fait des terrains ailleurs. J'ai fait un terrain en Amérique latine lors de mon baccalauréat. J'ai ensuite fait un terrain en Russie, à Moscou, dans le cadre de ma maîtrise. Et j'ai candidaté au doctorat en proposant un projet sur le fondamentalisme chrétien aux États-Unis. Bien loin du Liban, de Beyrouth. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à suivre des cours sur le Moyen-Orient, intéressé par cette région-là du monde pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et j'avais mis le cap sur la Syrie. Printemps arabe, 2011, voilà. J'étais inscrit, j'ai passé l'été 2010 à Alep. J'ai cette chance extraordinaire d'avoir vu Alep avant la destruction. À Alep, à Damas, j'ai suivi des cours d'arabe là-bas. Et je suis allé à Beyrouth cet été-là et j'ai pas aimé du tout. Donc, je suis revenu. Je me suis dit, bon, moi, je vais travailler en Syrie. Seulement, le printemps arabe intervient. La Syrie, c'est plus possible. Le programme d'arabe, un programme annuel, c'est-à-dire d'1 an, auquel je m'étais inscrit, déménage à Beyrouth, ce qui est, tu vas comprendre, une bien drôle d'idée d'apprendre l'arabe à Beyrouth quand même. Donc, je me retrouve à Beyrouth malgré moi. Une ville que m'avait pas laissé un bon sentiment. Bon, j'étais pas dans les bons endroits. Et donc, je passe une année à Beyrouth et j'explore parce que j'ai cette année-là durant laquelle je peux prendre l'air du temps, c'est-à-dire écouter la radio, écouter la télé, savoir de quoi les gens parlent, parce que, en principe, j'apprends aussi l'arabe. Donc, si tu permets, ouais. On va arriver à Beyrouth puis on va entrer en détail. Tu réponds à ma question. J'apprécie, mais tu as aussi quelques informations. Puisqu'on va prendre notre temps durant cette entrevue, j'aimerais que tu élabores là-dessus. Donc, en premier lieu, tu as dit que tu as fait un bac en Amérique latine? J'ai fait un terrain de recherche en Amérique latine. OK. Pourquoi spécifiquement l'Amérique latine et qu'est-ce que tu as fait? Quel pays?
J'étais au Mexique, au Chiapas. OK. Je me suis intéressé au mouvement zapatiste. OK. Donc, je suis allé... C'était comment là-bas? On va parler un peu. Le Chiapas, c'était calme quand j'y étais. Mais c'était une paix très trompeuse, une paix dont on était en partie responsable. Je m'explique, c'est que j'étais là comme un observateur international à la Realidad, qui est le camp de base de l'armée de libération zapatiste. Et tous les villages zapatistes avaient à l'époque, on est en 2002, avaient des programmes pour accueillir les observateurs étrangers qui avaient pour tâche essentiellement d'être les yeux et les oreilles de la communauté internationale et de rapporter tout ce qu'ils voient en termes de violation des droits humains. Et donc, on était une dizaine, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Basques, seuls Canadiens, et on passait la journée à se promener, se balader. On n'avait absolument rien à faire parce que notre présence protégeait les gens parce qu'on était des observateurs. Donc, nos rapports étaient très minces. L'hélicoptère de l'armée a survolé le village, un camion de l'armée est passé, etc. Parce que c'est des villages qui ont déclaré une autonomie vis-à-vis de l'État. Et donc, l'armée ne devrait pas patrouiller autour de ces villages-là. Donc, c'est des choses qu'on rapportait. Et donc, oui, j'ai été envoyé à la Realidad pendant près de 2 mois. C'était aussi une manière pour moi d'apprendre l'espagnol et de rencontrer des gens d'un peu partout parce qu'il y avait très peu de Canadiens, beaucoup d'Espagnols, essentiellement des Européens et des Basques pour des raisons évidemment politiques. Des marges d'indépendance. Les marges d'indépendance des Basques, une proximité politique entre le projet basque, proximité politique que je pourrais pas décrire ou détailler, mais ces gens-là, les Basques que j'ai rencontrés là, se sentaient très proches de la démarche des zapatistes. Puis ensuite, tu es allé en Russie, pourquoi? Je suis allé en Russie à la suite de ça parce qu'il y avait une opportunité à l'Université Laval. On pouvait aller enseigner le français et apprendre le russe à l'Université d'État de Moscou. Je m'intéressais à l'histoire du 20e siècle. La Russie, c'est quand même un terrain d'expérimentation incroyable. Le communisme. Voilà. Et donc, je me suis installé là durant 3 étés de suite. J'ai jamais vu l'hiver en Russie. J'ai parcouru le pays et j'ai appris le russe aussi. Je l'ai appris, je l'ai depuis oublié. Et j'ai mené une recherche qui était, si on veut, à la hauteur de mes compétences en russe, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la littérature, ce qu'on appellerait ici la littérature jeunesse, c'est-à-dire les œuvres soviétiques de réalisme socialiste qui s'adressaient à la jeunesse, dans le cadre desquels il y avait des héros un peu très travaillants, des héros à émuler, des héros vertueux. Et donc, dans le cadre de certains cours de russe, on est dans les années 30-40, les élèves étaient invités à écrire aux écrivains et de leur parler de la relation qu'ils entretenaient avec ces héros-là. Et donc, c'était des lettres écrites par des enfants de 4e, 5e année. Donc, quand je dis que mon objet de recherche était à la hauteur de mon niveau de russe, c'est que j'avais un niveau de russe plutôt élémentaire, celui d'un enfant de 4e, 5e année. Donc, je pouvais lire leurs lettres assez facilement. C'était pas Dostoïevski. Non. Non, voilà, donc c'était pas de la grande littérature. Donc, je me suis intéressé au rapport que ces jeunes soviétiques avaient développé avec les héros qui avaient accompagné leur enfance et comment l'État avait, si on veut, mobilisé la littérature pour travailler les subjectivités des uns et des autres par le biais de ces romans-là. Et par le biais aussi de ces initiatives dans le cadre desquelles les jeunes étaient invités à parler de leurs relations, donc il fallait bien y réfléchir.
Et voilà, les jeunes parlaient de ces héros-là comme des boussoles morales, qui, lors d'un dilemme, ils réfléchissaient, se demandaient comment Pavel Kotchargin, qui était un de ces fameux héros, comment lui aurait fait. Donc, on voit que cette littérature-là a travaillé la subjectivité de plus d'une génération de jeunes Russes. Est-ce que c'est leur version des dieux grecs ou c'est leur version des Marvels, par exemple, pour les enfants? J'ai pas vu, non, je pense pas que ce soit les dieux grecs, les Marvel, il y a pas ce caractère Parce qu'on parle de fantastique. cet âge-là. Ouais, il y a pas ce caractère fantastique. Un parallèle, je cherche un parallèle intéressant, mais j'en vois pas. Faut dire que c'est une littérature qui est très particulière. C'est une littérature très développementaliste, c'est-à-dire qu'on construit le pays et on se donne entièrement, à travers le travail, on se donne entièrement à la construction d'un pays nouveau et par le fait même, et c'était le grand slogan à l'époque, c'était on participait à la création d'un homme nouveau, d'une humanité nouvelle. Donc c'était cette nouvelle manière d'être dans le monde qui prenait forme et qui était diffusée à travers cette littérature jeunesse. Donc, ça n'avait pas le caractère fantastique de Marvel, il n'y avait pas le caractère de rivalité, de violence, de combat. C'était des gens qui construisaient je sais pas, une centrale hydroélectrique ou qui pavaient des routes ou qui vraiment se dépassaient dans la construction d'un pays à venir, construction d'une civilisation à venir et qui, du coup, par le travail, se transformait. Considérant que tu étais dans une société européenne, comment tu as trouvé la société? Est-ce que tu t'es senti comme si tu étais en France, par exemple, ou elle était une société complètement différente? Parce qu'on parle de 2004, 2005? 2004, 2005, oui. En Russie, je me sentais pas bien en Russie. Non. Évidemment, c'est pas une société que j'ai vécue de l'intérieur. J'y suis allé peut-être l'équivalent d'un an, si on met bout à bout tous les séjours, avec une maîtrise du russe qui était, élémentaire. Je veux dire, ça me permettait de faire à peu près ce que je voulais, de voyager, de me déplacer, de comprendre. J'allais voir parfois des pièces de théâtre. Tchekhov, c'est pas très difficile à comprendre. C'est des dialogues souvent de base. Donc, j'ai pu profiter de la vie. Et même si j'étais très bien situé sur un campus universitaire qui est assez central, il y avait à l'époque une agressivité publique qui me déplaisait au jour le jour, qui me tirait du jus, qui me prenait de l'énergie. Et c'est à un moment où, je sais pas si ça a toujours lieu, mais il y avait c'est une anecdote, il y avait à cette époque-là une campagne d'État pour apprendre aux Russes à sourire. Parce qu'évidemment, quand on veut avoir des boutiques Prada, Louis Vuitton, il faut faire plaisir au client, il faut le séduire. Et les Russes, au travail, du moins à cette époque-là, étaient dans tout sauf la séduction. Et donc, il y avait, j'ai des photos de ça, des immenses affiches dans les métros, et on disait « Le sourire est une excellente façon de se sentir bien ». Donc, on apprend aux gens à sourire, ce que ça laisse entendre, et ça, moi, je l'ai observé, c'est que les gens, au quotidien, sont très peu souriants. Et je viens pas d'une société, je suis québécois, je viens pas d'une société qui est particulièrement souriante, mais j'ai trouvé ça difficile au jour le jour de croiser des gens qui ne semblaient pas être bien. Enfin, il y avait une souffrance aussi très, très, très palpable. Donc, voilà, au jour le jour, d'un mois à l'autre, c'est pas un endroit où je me sentais très, très bien. C'est dû à quoi, ça, vous pensez? Cette attitude dans les années 2004-2005, est-ce que c'était dû, vous avez mentionné le terme souffrance, c'est économique, psychologique, c'est une culture de société, c'est quoi exactement? Ben, c'est une société dans laquelle plusieurs personnes ont perdu énormément. Ensuite, je pense que culturellement, mais je suis pas un spécialiste de la Russie, je pense que culturellement, dans certains endroits, je pense au métro ou dans la rue, sourire sans raison, ça paraît niais.
moi, je me souviens de moments où j'étais avec des amis québécois qui sont venus me visiter et voilà, on rigolait, on s'est fait dire calmez-vous, qu'est-ce qui vous prend? Donc, on rigole pas si facilement comme ça dans l'espace public. Et je mentionne l'espace public parce que dans l'espace privé, c'est autre chose. Mais il reste que on passe une bonne partie de notre vie dans des espaces publics partagés. Donc, c'est un poids. Mais c'est très personnel et je fais pas là le diagnostic d'une société et on parle 2004-2005, c'est important de le rappeler parce que les choses ont peut-être changé. Il se trouve que j'étais là à ce moment-là, j'étais la personne que j'étais et j'ai trouvé ça un peu lourd. Donc, j'étais pas bien. Il était pas question pour moi de faire un doctorat parce qu'en anthropologie, ça suppose un terrain quand même prolongé. Il était pas question pour moi de faire un doctorat en Russie. Ensuite, tu allais faire aux États-Unis quelque chose en lien avec la religion, t'as dit? Oui, c'est-à-dire que quand on candidate au doctorat dans un programme, on doit présenter un projet de recherche. OK. Et ça, c'est parfaitement superficiel. Ça ne suppose pas d'avoir accès à un terrain ou d'avoir fait des démarches préalables ou établir des contacts. Ça suppose d'avoir eu l'idée d'un projet de recherche. Et donc, j'ai eu cette idée-là d'étudier une université en particulier qui s'appelle l'Université Bob Jones, qui est une université chrétienne, baptiste. Bon. Et le projet, c'était de voir un peu, peut-être dans la lignée de ma maîtrise, voir comment les subjectivités prenaient forme dans un espace comme celui-là. Donc, c'est pas un travail de recherche, c'est-à-dire c'est un travail de conceptualisation, c'est essentiellement 2 pages. On se présente, on dit voilà la recherche que j'aimerais mener. Et sur la base de cet effort de théorisation, cet effort de mise en mots d'une recherche à venir, on est retenu, on est admis dans un programme. Mais c'était quoi la recherche exactement? Tu as dit quelque chose par rapport à la religion chrétienne. C'est une université où les gens sont formés à l'étude, entre autres des écritures, mais c'est une université qui forme les gens aussi en mathématiques et en anglais. Mais j'hésite à en parler parce que c'est pas un espace que je connais. J'y suis jamais allé. J'ai seulement eu cette idée. Je l'ai mentionné tout à l'heure pour montrer un peu le caractère louvoyant de mon parcours. Avant de me rendre au Moyen-Orient, j'ai pensé à des terrains, certains que j'ai explorés comme la Russie ou le Chiapas au Mexique, certains auxquels j'ai pensé, mais j'ai fait plus qu'y penser au fond. J'ai écrit quelque chose qui est à l'étape de projet pour être admis dans un programme, mais c'est convenu au doctorat dans la plupart des programmes que le projet de départ n'est pas nécessairement celui que le candidat va mener. OK. Et c'était mon cas. Ensuite, tu es allé à Alep, puis il y a eu le printemps arabe, tu étais obligé d'aller à Beyrouth. Tu as passé 1 an à Beyrouth et c'était désagréable. Non, j'ai pas eu un bon contact avec Beyrouth l'année précédente. Après, j'ai pu apprivoiser Beyrouth. Ce qui était un peu frustrant, c'est que, on le sait, à Beyrouth, on parle pas arabe partout. Donc, pour quelqu'un qui veut apprendre l'arabe, il y avait cette petite frustration-là. Mais... c'est pas la difficulté de la langue en soi. C'est pas la difficulté de la langue. Au contraire, c'est que des langues qui me sont plus familières étaient parlées. Donc, ça rend plus difficile l'exercice d'immersion que je pouvais plus facilement faire en Syrie. Mais là, la Syrie, c'était plus possible. En l'occurrence, tous les profs qui nous enseignaient à Beyrouth étaient, eux, syriens. C'était le même programme qui avait déménagé, mais pour les profs, ça voulait dire aller-retour entre Damas et Beyrouth à chaque semaine. Donc, on avait des nouvelles de la Syrie, ça, c'était intéressant. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la banlieue sud. Il y avait déjà à l'époque quelques travaux anthropologiques qui avaient été faits sur cet espace-là, qui décrivaient l'espace, qui décrivaient l'islam qui est pratiqué, le rapport à la modernité. Et j'ai travaillé avec des journalistes qui m'ont introduit à la sphère d'influence de Mohamed Hussein Fadlallah. Et c'est de fil en aiguille que j'ai pu avoir accès à son séminaire, à sa hawza,
Et pour tout un ensemble de raisons, c'est un espace qui m'a semblé très intéressant. Notamment parce qu'en passant du temps à Beyrouth avec des amis, essentiellement libanais, une chose a attiré mon attention, c'est que dans la banlieue sud en particulier, plusieurs personnes n'hésitaient pas entre voisins, mais possiblement entre étrangers aussi, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas nécessairement. Les gens n'hésitaient pas à se faire des reproches d'ordre moral. C'est-à-dire, on fait pas ça, faites attention, on fait pas ça ici. Et c'est quelque chose qui, chez nous, est plutôt rare. Et on a du mal avec ça. Parfois, on voit quelque chose qui est répréhensible et on sait pas quoi faire. Est-ce que je vais le dire à la personne? Mais je vois quelque chose, ça devrait pas avoir lieu. Cette personne-là ne devrait pas faire ça une deuxième fois, mais est-ce que je parle à la personne? Est-ce que cette personne va être agressive? Comment ça va être reçu? Elle ne me connaît pas. Je suis pas son père, je suis pas sa mère. Mais là, je voyais des étrangers qui souvent, à travers le registre ou le lexique de l'islam, se rappelaient à l'ordre, s'aidaient à devenir meilleurs, se donner des conseils, des coups de pouce, souvent sur un ton assez amical, mais tout de même, il y avait une sorte de mon point de vue, il y avait une sorte de barrière entre le public et le privé qui était franchie, parce que ces conseils-là d'ordre moral, on les fait plus facilement, on les reçoit aussi plus facilement dans l'espace privé. Surtout si c'est un tuteur, un père, une mère, un parrain, une marraine, enfin une figure qui relève de la sphère de l'intime. Et là, c'était souvent des étrangers dans l'espace public qui se faisaient qui se permettaient des discussions d'ordre moral. C'est la première fois que vous avez été exposé au terme public religion, dans le fond, quelque chose que vous voyez pas. Oui, mais c'était pas toujours d'ordre religieux. C'est-à-dire que c'était simplement, voilà, on devrait pas boire d'alcool. Bon, on peut voir l'interdit religieux derrière, mais c'était pas nécessairement le prophète. C'était, bon, on devrait pas faire ça comme ça. Et après, ça m'a rappelé que dans certains films qui portent sur le Moyen-Orient, on voit des scènes comme ça. J'ai cette scène-là de l'excellent film La bataille d'Alger, où des enfants humilient un vieil homme parce qu'il est ivre. Et c'est public. Et dans nos sociétés, c'est très difficile de faire ça. Je me souviens d'un exemple dans ma vie personnelle. J'étais à Québec, là où j'ai fait ma maîtrise. Je faisais ma maîtrise, en l'occurrence. Et on était 3 étudiants à la maîtrise en anthropologie. Donc, on se posait des questions sur le monde, etc. On refaisait le monde. On était dans un sous-sol et notre voisin, il a tout lieu de croire qu'il battait ses enfants. On l'entendait. On en a parlé souvent. On savait pas quoi faire. Et rétrospectivement, ça me frappe de réaliser que la seule possibilité, la seule avenue qu'on a envisagée, c'était d'appeler la police. On n'a jamais pensé à aller cogner à la porte de cet homme-là qu'on croisait tous les jours. On le croisait, là on prend le courrier. Il nous est jamais venu à l'idée d'aller lui parler. Dire, tu sais, si ça va pas, si tu as besoin d'argent, on est là, après tout, on est voisins. Et il savait qu'on entendait, parce qu'il faisait un vacarme. Donc, il y avait ce malaise, mais qui a jamais pu être abordé sur une base interpersonnelle. Au contraire, la seule idée qu'on avait, nous, 3 anarchistes, c'était d'utiliser le mécanisme de l'État, la police, pour régler une question. C'est dire à quel point on est dépourvu. Cette incapacité de se parler de choses morales hors de la sphère de l'intime, parce que même si on partageait un sous-sol, on n'était pas très intime. Ça, rétrospectivement, ça m'a frappé. Et de voir des gens qui... C'est pas tous les jours, mais de voir ces interactions-là au Liban, dans la banlieue sud en particulier, ça m'a intéressé. Je me suis dit, voilà une collectivité qui a développé un langage, une manière de faire, parfois des modes d'intervention pour devenir meilleur sur le plan moral ensemble, sans nécessairement
alerter la police. Ce qui était notre réflexe. Et encore une fois, c'est pas banal parce qu'on était bien à gauche, anarchiste. On insultait la police et là, c'était notre seul réflexe quand même. Et donc, pour revenir à la Hausa me paraissait un espace absolument fascinant, entre autres parce que c'est un espace où on apprenait à donner des conseils. Si, par exemple, on décide de le faire ici, de dire, bon, je me sens responsable de ma société, si quelqu'un maltraite un enfant, je vais aller voir la personne et je vais lui parler. À supposer qu'on ait le courage de faire ça, on n'a jamais appris à le faire. Il n'y a pas d'espaces sociaux qui nous permettent d'apprendre à donner conseil. Et à la Hausa, on fait toutes sortes de choses. Mais entre autres, on fait ça. Je me suis dit, wow, fascinant quand même, un endroit où les gens apprennent à donner des conseils d'ordre moraux à des gens qu'ils ne connaissent peut-être pas. Donc, ça, c'est une des choses qui avait une sorte de longue histoire dans mon parcours, dans ce cas-là, personnel, mais c'est quelque chose qui m'a attiré vers un espace comme la Hausa, en l'occurrence, dans ce cas-ci, la Hausa de Mohamed Hussein Fadlallah. On va retourner au Hausa, mais sauf que il y a une question qui m'a échappé au début. Pourquoi tu as choisi l'anthropologie? Tu l'as mentionné à plusieurs reprises. Pourquoi tu l'as choisi? Je l'ai choisi parce que c'était pour moi... C'est très naïf, hein? Mais quand je l'ai choisi, j'étais naïf. J'étais au tout début de mes études, c'est-à-dire que jusqu'à l'université, jusqu'à l'anthropologie, j'ai fait ça à l'Université Laval, mon parcours scolaire était une catastrophe absolue. Je n'aimais pas l'école, jamais aimé l'école, c'était pas pour moi. Ce qui fait qu'après un cégep avec à l'époque, on appelait ça la Code Z. C'est le reflet de notre performance académique au cégep. Probablement la Code Z la plus basse de l'histoire du Québec. J'ai quand même refait mes mathématiques 6 fois. J'ai dit, bon, moi, j'arrête ça, je pars en voyage. Je suis parti en voyage pendant 2 ans, essentiellement en Europe, un peu plus tard dans l'Ouest canadien. Et l'anthropologie m'apparaissait une manière de poursuivre mes études tout en continuant à voyager. Évidemment, à l'époque, je connaissais pas le caractère profondément colonial de l'anthropologie et même le caractère un peu naïf et quasiment colonial de cette idée-là. Bon, je vais continuer à étudier, mais je vais voyager. Il y a quelque chose de très bourgeois là-dedans. Là. Mais pour être très honnête, si je me rapporte à la personne que j'étais, parce que c'est l'exercice que tu m'invites à faire, oui, c'était une manière de continuer à en apprendre, continuer à voyager tout en étudiant, en obtenant peut-être un diplôme. Voilà. Mais j'ai été chanceux, je me suis trouvé dans une cohorte très politisée, donc c'était aussi une éducation politique, c'est-à-dire que je débute l'anthropologie en 2001 dans le sillage du Sommet des Amériques, qui a quand même bouleversé, c'était l'ASLEA, qui a quand même bouleversé la ville de Québec, surtout la gauche, à Québec. Et je suis atterri dans un milieu fantastique, très politisé, et pour moi, extrêmement, extrêmement formateur. Donc, il y a eu ça qui a... comment dire, qui a coloré mon parcours académique, au moins durant les premières années. Tu as mentionné que l'anthropologie, c'est une entreprise coloniale? Oui, historiquement, et on essaie de se débarrasser de ça tant bien que mal, mais c'est difficile, c'est-à-dire que l'anthropologie, c'est une science pour comprendre les autres sociétés, et l'origine de cette science-là, c'est pas pour rien qu'il existe une anthropologie essentiellement, historiquement, française et anglaise, parce que pour pratiquer l'anthropologie, du moins à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ça prend un empire, ça prend un accès. Ça prend des relais, dans ce cas-là, l'administration coloniale. Donc, évidemment, et mieux on comprend une société, mieux on peut la gouverner, la désarmer. Et la contrôler. Oui, voilà. Donc, l'anthropologie, c'est la formule archi-classique. L'anthropologie est la fille du colonialisme. Ça ne veut pas dire que
tous les anthropologues, si on les prend individuellement, avaient des visées coloniales. Est-ce que excuse-moi, je t'interromps, est-ce que tous les anthropologues sont des orientalistes? Non. Après, ça dépend du sens de ce qu'on donne à l'orientalisme, mais l'orientalisme, disons, dans sa formule la plus spécifique, porte sur une région du monde. Mm-hmm. Mais si on parle d'orientalisme comme d'une matrice pour construire une certaine altérité, disons que c'est le sens élargi qu'on peut donner à l'orientalisme, donc ça n'a plus nécessairement quelque chose à voir avec l'Orient, mais c'est plutôt le rapport que l'Occident a avec le reste du monde. Oui, il y a quelque chose de ça dans l'histoire de l'anthropologie, très certainement. Très certainement. Créer des figures d'altérité, c'est ce que les anthropologues ont fait, c'est ce qu'ils font encore dans une certaine mesure. Donc, oui, l'accès, le produit, c'est-à-dire une ethnographie, ça révèle tout un ensemble de choses sur une société. Donc, pour ceux qui veulent la gouverner, ben, c'est une mine d'or d'informations. Est-ce qu'un bon anthropologue est nécessairement un bon sociologue? Non. Non, parce que les sociologues, c'est une question qu'on se fait poser souvent. Les sociologues et les anthropologues n'ont pas la même façon de poser les questions. Les sociologues sont souvent intéressés par des phénomènes assez vastes, d'où le recours au sondage. Je connais peu d'anthropologues qui vont faire des sondages, franchement. Ils sont intéressés par des phénomènes qui sont représentatifs. D'où l'idée d'avoir un échantillon qui est suffisamment large, suffisamment inclusif, suffisamment diversifié pour représenter une masse de gens. Et donc être représentatif. Les anthropologues ne sont pas nécessairement préoccupés par ces questions-là de représentativité. Une étude une étude qui a été menée au Soudan ne cherche pas nécessairement à représenter le Soudan ou les gens du Soudan. Donc, il n'y a pas cette volonté de représenter, pas toujours cette volonté de représenter qu'est-ce que le Caire aujourd'hui ou qu'est-ce que le Ghana de nos jours. Donc, un anthropologue n'est pas nécessairement outillé pour répondre à ces questions-là. Et les sociologues, qui pour la plupart sont occidentaux, il y a une sociologie à l'extérieur de l'Occident, bien entendu, mais la plupart sont occidentaux, les plus gros financements sont occidentaux, vont travailler en Occident, vont travailler chez eux. Donc, une sociologie du Québec portée par des sociologues québécois. Les anthropologues québécois ont participé à l'anthropologie du Québec, ou l'anthropologie québécoise, qu'on dirait, mais c'est pas une anthropologie qui se pratique au Québec. Elle porte pas, les objets de recherche ne sont pas nécessairement québécois. Je suis québécois. Ce que je fais peut être rangé dans l'anthropologie québécoise, mais c'est certainement pas, du moins dans la plupart de ce que je fais, de l'anthropologie du Québec. Donc, on dirait qu'on ferait de l'anthropologie ou de la sociologie quand on parle des Premières Nations? Premières Nations. On peut faire les deux. On peut faire les deux. C'est pas l'objet qui détermine, c'est le type de questions qu'on se pose. Il y a une excellente sociologie des Premières Nations, comme il y a l'excellente anthropologie, mais les questions d'anthropologues sont souvent plus vastes et plus englobantes. On a ce complexe en anthropologie, ce désir, et il a une origine coloniale aussi, de parler de choses quasiment universelles. Donc, pour te donner universel, parce que je t'arrête ici parce que c'est important. Ouais. Quand on parle universel, donc on assume ici que nos valeurs occidentales, c'est universel. C'est ça que tu veux dire? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on aimerait mettre les anthropologues, plusieurs, historiquement, ont cherché à mettre le doigt sur des choses qui sont partagées par tout le monde sur la planète. C'est pas une ambition qui me semble avoir défini l'histoire de la sociologie. Évidemment, ici, la grande figure est
et Claude Lévi-Strauss, cet anthropologue français qui avait pour ambition de révéler les structures élémentaires de la pensée humaine qui seraient partagées par tout le monde. Donc, et ça se voit dans le découpage thématique, c'est-à-dire que les sociologues vont parler de la famille. C'est un objet classique en sociologie. Les anthropologues vont souvent parler de la parenté. La famille étant un type de parenté particulière. Les sociologues vont avoir des objets comme les institutions, les jeux vidéo. Les anthropologues vont avoir des objets beaucoup plus vastes, le rapport au pouvoir, le divertissement. Donc, toujours cette tentative de s'extraire d'un contexte particulier pour avoir une vue un peu plus large, une vue d'ensemble. Comme Lévi-Strauss parlait d'une vue portée au loin. Donc, il y a ça dans l'ambition des anthropologues qui est beaucoup moins marqué chez les sociologues. Je dirais même, moi, j'ai pas été formé en sociologie, j'en connais beaucoup, des sociologues, mais donc, il y a une différence quand même dans la manière de poser les questions. Et c'est plus particulièrement vrai aujourd'hui parce que de plus en plus d'anthropologues travaillent sur leur société et les sociologues vont travailler ailleurs, parfois. Donc, le vieux découpage, c'est-à-dire les sociologues travaillent sur leur société, les anthropologues travaillent sur la société des autres, ça vaut plus nécessairement. Donc, la distinction, souvent, est plus à faire sur le type de questions qui sont posées. Juste pour revenir sur le point que c'est une entreprise coloniale, considérant que, à part l'entité israélienne, il n'y a pas vraiment de colonie. OK? Comment est-ce que je vais utiliser un terme, les néocolonisateurs colonisent maintenant? À partir de quels moyens? Donc, si l'anthropologie maintenant essaie de se débarrasser de cette mauvaise, je sais pas le terme, excuse-moi. C'est réputation. Mauvaise réputation. Ou un donc, héritage. Les nouveaux néocolonisateurs, c'est quoi les nouvelles méthodes qu'ils utilisent maintenant? Ben, d'abord, je veux dire, par rapport au colonialisme aujourd'hui, parce que la question que tu poses nous permettrait de parler de ce qu'on appelle le post-colonialisme. Okay. On y reviendra. Mais avant de parler du post-colonialisme, on est aujourd'hui au Canada, pays profondément colonial. Et on n'est pas nécessairement en situation post-coloniale comme ça peut être le cas en Asie ou au Moyen-Orient. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de mouvement d'indépendance, il y a eu des mouvements, mais il n'y a pas... Les Premières Nations ici n'ont pas le statut des Égyptiens chez eux, quand même. Donc, ici, on est dans une situation parfaitement coloniale. C'est pour ça que les parallèles avec Israël sont absolument frappants. Nous sommes ici, les Blancs, les Québécois, nous sommes les Israéliens de la place. On occupe cette fonction-là dans les rapports de pouvoir. Donc, ici, on est dans du colonialisme de peuplement archi-classique. Seulement, c'est un colonialisme de peuplement qui est assez vieux et jusqu'à présent, le pouvoir des Blancs n'a pas été remis en question suffisamment pour qu'il y ait vraiment une transformation. Il y a des choses qui se font, mais le pouvoir des Blancs est, disons, au moment où on se parle, assez stable. Dans les sociétés du Moyen-Orient, en Asie, on parle parfois de post-colonialisme parce qu'il y a eu quand même des guerres d'indépendance qu'il faut reconnaître. Il y a eu des mouvements d'indépendance et il y a eu une reconnaissance officielle d'une certaine indépendance. Maintenant, la question qu'on se pose dans le champ des études postcoloniales, c'est la suivante, très simple. Si maintenant l'Égypte ou le Liban est une société indépendante, libre, autonome, qui fait partie du concert des nations, pourquoi elle n'est pas égale pour autant aux autres nations? Qu'est-ce qui reste de ce rapport colonial-là qui continue de forger la destinée d'un pays comme le Liban? Quelle est
la vie contemporaine de ces rapports coloniaux qui ont façonné les rapports entre l'Europe et l'extérieur du monde. Et pourquoi cette situation-là demeure, cette situation de profonde inégalité? C'est pas tout à fait exact de dire qu'elle est coloniale, parce que quelque chose a changé radicalement depuis l'époque coloniale. Mais comment on nomme ça? Ce rapport de pouvoir-là qui continue de se maintenir et qui opère par différents canaux que la force brute, l'occupation, la gouvernance à distance. Comment on parle de ça? Après ça, on peut parler des mécanismes, les plans d'ajustement structurel, le FMI, machin truc. Mais cette situation-là, on l'a appelée la situation post-coloniale, parce qu'elle vient après le colonialisme, mais elle est en continuité avec le colonialisme. Et qu'est-ce qui fait que on est en principe égaux, du moins sur papier, mais dans les faits, on ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est que cette étrange égalité, cet étrange moment qui fait de nous toutes sortes de sujets du colonialisme, malgré qu'on n'est pas dans une ère coloniale. Donc, c'est de savoir quelles sont ces réponses? Il y a plusieurs réponses à ça. L'éducation, l'épistémologie, le rapport au savoir, le fait que les sociétés occidentales, essentiellement européennes, ont légué à plusieurs des sociétés post-coloniales, les sociétés colonisées d'Afrique du Nord ou du Machrek, ont légué l'idée de nation. Donc, on conduit à voir ces entités-là comme des nations. Et c'était un cadeau empoisonné pour les Européens, parce que c'est sur la base de ce nationalisme-là que les mouvements d'indépendance ont pris racine. L'Algérie ou les Algériens, ça suppose une pensée nationale. Et donc, sur la base de ce nationalisme naissant, on a voulu chasser la puissance coloniale, mais on est demeuré dans un cadre de pensée profondément occidental, avec un État, avec des ministères. Donc, il y a eu un transfert conceptuel qui s'est fait, et aujourd'hui, le monde postcolonial se pense en termes nationaux. Et ça, c'est un héritage clairement colonial. Et c'est une manière aussi... Et les frontières de ces nations-là ont été tracées par les puissances coloniales. Ouais, si on prend le Liban, par exemple, on était pour le Liban. Mais l'idée même qu'il y a quelque chose comme des Libanais, à une certaine époque, il y avait des maronites de la montagne, il y avait des gens qui se revendiquaient plutôt de l'espace du Cham. La Grande Syrie. La Grande Syrie. Donc, cette idée-là qu'il existe quelque chose comme le Liban, qui n'est pas la Syrie, même au Liban aujourd'hui, c'est contesté. Il y a eu ce moment extrêmement étrange l'été dernier, tu t'en souviens peut-être, où avec la Syrie qui se reconstruit, il était question, ça faisait partie des discussions avec les Américains, de céder Tripoli à la Syrie. Et je suis pas allé à Tripoli à ce moment-là, mais je suis à peu près certain qu'il y a des Tripolitains qui étaient pas complètement contre cette idée-là. Et on peut pas leur en vouloir non plus. Ils ont été enchâssés dans ce grand Liban-là, et Tripoli étant, c'est pas la ville la plus riche du Liban, à l'ombre de Beyrouth, il y a plusieurs personnes à Tripoli qui se reconnaissent plutôt dans l'espace de la Grande Syrie que dans la création coloniale qui est le Liban. Donc, on décidera pas pour les Tripolitains. Je sais pas si cette idée-là circule toujours, mais à ce moment-là, je me suis dit, tiens, Tripoli, oui, il y a des gens qui peut-être se voient plutôt comme appartenant à cet espace-là qu'à l'espace beyroutin. Et puis, il faut dire que le Liban, avec la crise financière, avec tous les épisodes qu'il a vécu, j'exclus la COVID parce que ça, c'était vraiment mondial, le Liban n'a pas fait grand-chose pour retenir Tripoli ou amener les gens de Tripoli dans son c'est pas juste à Tripoli, c'est dans le Bekaa, dans le sud du Liban. Tout à fait. Mais là, on parle de Tripoli parce que cette proposition-là, c'était de céder
Tripoli à la Syrie. Mais tu as tout à fait raison de dire que oui, il n'y a pas que Tripoli qui sent une attache vis-à-vis de l'idée libanaise comme un peu large. Okay, ça nous ramène au Dahia, au Hawzit Sayyid Mohamed Hassan Fadlallah et de comment cette population musulmane, mais plus spécifiquement chiite, ils ont, excuse l'anglicisme, ils ont dealé avec la modernité. Parce que tu as mentionné plusieurs choses ici, les nations, les États, les ministres, etc. Donc ça, c'est comment est-ce que une population qui n'était même pas nécessairement d'accord avec ce concept de modernité-là, comment est-ce qu'ils ont dealé avec ça? Tu as parlé de la moralité, de quelque chose de spécial, comment chaque personne interagissait avec l'autre, même s'il ne le connaissait pas, et il lui donnait des conseils. Qu'est-ce que tu as vu quelque chose de différent dans cette société-là, qui était peut-être moderne à leur sens, mais qui était, je dirais, pas nécessairement, excuse-moi, mais le terme, ça serait peut-être, pour quelqu'un qui vient du Québec, il vient au Liban, il regarderait ça comme quelque chose peut-être de pas nécessairement moderne. J'ai vu plusieurs choses, plusieurs différences, mais j'hésiterais à les qualifier de modernes ou de pas modernes. Enfin, ce terme-là me semble peut-être pas le meilleur pour décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a fait réfléchir. En fait, toi, tu les qualifies comme quelque chose de bien pour la société. En fait, pour quelqu'un ici, dans cette société, je dirais qu'il viendrait au Liban, pour lui dire que ça c'est moral ou pas moral, il dirait que ça c'est pas moderne. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Ah! Ouais, enfin, je laisse ce diagnostic de côté. Moi, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que ça m'aurait fait réfléchir, du moins. Ça m'a fait réfléchir. Après, peut-être que certaines personnes qui y vivent pendant des décennies trouvent ça lourd. Peut-être que moi-même, si j'étais plongé là, si j'étais dans cette société-là ou de cette société-là, bon, d'abord, ça me fait réfléchir un petit peu moins, mais peut-être que je trouverais ça un peu pesant. Mais au fond, je cherche pas à la qualifier de bonne ou mauvaise, mais je me suis dit, voilà, des gens voilà une collectivité qui a développé un registre, un vocabulaire, un langage pour parler de choses que nous, on a du mal à parler. C'est pas exactement tabou, mais c'est toujours difficile de fournir un conseil et particulièrement d'interpeller quelqu'un quand quelque chose de répréhensible a été fait. Et là, je voyais des gens développer ce vocabulaire-là, et c'est ça qui m'a mené à la Hausa. Donc, ça m'a fait réfléchir rétrospectivement sur ma propre société, sur ma propre histoire. Je parlais de l'exemple de cette colocation, et du voisin qui, du moins, je sais pas s'il était violent, mais il était certainement agressif. Ça m'a fait réfléchir, et c'est ça qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur ces écoles-là, parce que la Hausa, on a mentionné ce terme-là, mais on ne sait pas trop encore, on n'a pas parlé de ce que c'est une Hausa. C'est une école où des hommes, mais aussi des femmes, parce qu'il y a des Hausa pour femmes, des hommes ou des femmes de religion sont formés à la lecture, à l'interprétation des écritures de l'islam. À bien d'autres choses, mais disons que c'est une fonction pédagogique assez centrale. Okay. Comment est-ce que tu as trouvé que cette société que tu as vue plus spécifiquement dans Dahia dealait avec, excuse-moi, le terme en français ne me revient pas, mais ça serait comme font face au changement dans le monde. Si leur approche est plus d'une approche religieuse, comment est-ce qu'ils ont fait, ils approchent ça? Parce que nous, on a un terme, par exemple, qui s'appelle ijtihad, par exemple. Okay? Donc, on regarde nos textes, on le réinterprète selon ce qui se passe aujourd'hui, avec les outils qu'on a entre nos mains, qu'on a eu dans le passé. Fait que, est-ce que tu as vu ça se manifester sur le terrain là-bas? À la Hausa, certainement. À la Hausa. Là, il faut... La Hausa, ce séminaire, cette école,
s'inscrit dans cet espace qui est la banlieue sud de Beyrouth, mais elle ne la résume pas et elle ne la représente pas nécessairement comme ici une école secondaire ne représentera pas Montréal. Dans l'espace de la Hausa, oui, j'ai vu ça. Et ce qui m'a intéressé là, et encore une fois, ça m'a intéressé parce que ça permet un retour critique vis-à-vis de nos sociétés. Et quand je dis critique, il ne s'agit pas de condamner quoi que ce soit, mais juste de prendre une distance vis-à-vis. C'est que des changements, notamment dans la sphère technologique, des changements affectent nos sociétés comme les sociétés du Proche-Orient et de plus en plus simultanément, on peut dire. Et parfois, je nous trouve ici assez dépourvus vis-à-vis du changement. Il s'abat sur nous, notamment au niveau technologique, il s'abat sur nous et on n'a pas de mécanisme qui soit mécanisme de délibération ou mécanisme démocratique pour réfléchir à ce changement-là. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Prends l'intelligence artificielle. OK. On est franchement démunis. On ne sait pas quoi faire avec ça. Et il y a des milliards en jeu, on le comprend, et c'est une technologie qui pourrait bouleverser tout un champ d'activité, et tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'en vient. Elle s'en vient, elle va s'abattre sur nous, transformer certains de nos modes de vie. On le voit déjà, mode de production, rapport au travail. Mais est-ce qu'on veut ça vraiment? On a tous des réponses à ça. Mais comment on en discute collectivement? On n'a pas d'espace pour ça. Je veux dire, à un niveau beaucoup moins dramatique, on est passé du VHS au DVD, au Blu-ray. Là, c'est essentiellement des plateformes de streaming. Personne n'a eu son mot à dire là-dedans. On a tout acheté, les plateformes, les machins. On n'a pas de rapport critique vis-à-vis des changements, du moins au niveau technologique. Je ne parle pas de tous les changements. On n'a pas d'espace de délibération collective pour dire ça, sais-tu, des Blu-ray, on n'en a pas besoin. Les télévisions 4K, c'est pas la priorité. On n'a pas ces espaces-là. Et pour revenir à la Hausa et à ce que tu décrivais comme l'ijtihad, cette capacité de relire, réinterpréter certains textes fondamentaux de l'islam pour savoir si une technologie, une manière de faire, une coutume doit être adoptée ou rejetée à la lumière des enseignements du prophète et de sa vie, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, au-delà des origines religieuses ou islamiques, voilà un rapport critique avec le présent et l'avenir. Voilà une manière des ressources et un espace de délibération pour dire « Ah, attends, où est-ce que ça nous mène, ça, l'IA? Où est-ce que ça nous mène, les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment l'avenir qu'on veut? Et si c'est pas l'avenir qu'on veut, est-ce qu'on peut dire non? Et comment on dit non? Mais avant de savoir comment on dit non, il faut savoir est-ce qu'on veut ça? Il faut peser le pour et le contre. Et c'est pas sur une base utilitaire, il faut bien se comprendre, c'est pas sur une base utilitaire qu'on le fait dans la house. On ne dit pas voilà les profits, voilà les pertes. C'est pas ça. On se réfère aux enseignements du prophète. C'est une démarche qui est en grande partie religieuse. Mais ça mène à une certaine réflexion, un rapport critique, une distance vis-à-vis d'une pratique qui, ici, on a l'impression que ça s'abat sur nous et on a peu d'outils et d'espace pour réfléchir à ça ensemble. L'IA est un énorme changement. Il y aura sans doute des espaces qui vont... On le voit aux États-Unis. Si tu permets, je vais juste faire l'avocat du diable ici. Oui. OK, et juste faire un contraste parce que, je sais pas si en Europe, je pense qu'ils ont sorti une nouvelle loi puis ils ont dit que les réseaux sociaux sont interdits maintenant pour les personnes qui ont 16 ans et moins. Donc, il y a un espace, il y a du monde qui sont en train de voir que, OK, ça va trop loin, maintenant on doit limiter ça. Donc, je suis en train de faire l'avocat du diable parce que, aussi, il faut pas dire que cet espace n'existe pas. C'est vrai.
tu as tout à fait raison. Ils existent au plan politique. À mon avis, ils sont pas suffisamment nombreux, mais c'est vrai, tu as raison de le rappeler. Il existe des initiatives. Tant bien que mal, mais les réseaux sociaux sont là depuis un sacré bout de temps. Là. Je veux dire, on est à la remorque, mais à la lointaine remorque de ce qui... De 15-16 ans. Ouais, voilà. Et l'IA, on ne sait pas sur quel pied danser. C'est une énorme patate chaude. Et donc, je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre à faire de l'ijtihad ici. Hein. On se comprend bien, là. Mais je dis, cette manière peut-être plus réactive, plus immédiate, de réagir, de penser le changement, de penser le présent, m'a intéressé. Parce qu'elle a aussi quelque chose de très démocratique, pas au sens de démocratie représentative, mais une personne qui, comme toi ou moi, voudrait apprendre à lire et interpréter les textes de l'islam et réfléchir sur la base de ces textes-là, parce que c'est la proposition. Après, on peut la juger, ne pas l'aimer, mais c'est la proposition et c'est sur cette plateforme-là que se fait la réflexion. Cette plateforme-là est extrêmement accessible. L'enseignement dans les hawza est, à moins que je me trompe, une des rares formes d'éducation gratuite au Liban. Sachant que l'éducation est très, très chère. C'est un marché. C'est beaucoup plus profondément privatisé qu'ici. Et les écoles, les universités, c'est énorme. Et donc, là, on a quelque chose qui est accessible, gratuit, pour avoir les outils pour réfléchir au changement, que ce soit sur une base religieuse, séculière, judaïque, chrétienne, peu importe. Mais on a un rapport critique au présent, qui n'est pas complètement absent. Si on a un rapport critique au présent, mais vis-à-vis des technologies, parce qu'il y a des meilleurs enjeux, parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a des emplois, parce que, on est parfois un peu timide. Et moi, je continue de croire que ces espaces-là sont pas suffisamment nombreux. L'Union européenne, encore là, c'est un exemple sur la Terre. Et aussi, c'est vrai, je pensais que tu allais dire ça tout à l'heure, ils exigent maintenant qu'on utilise tel type de prise plutôt que nous faire acheter un million d'adaptateurs. Regardez dans notre sac à dos, on a combien de câbles. Je veux dire, encore une fois, on s'adapte, on n'a pas le choix. Mais qui a dit qu'il fallait maintenant avoir du Lightning ou du USB 2.0? Ça bat sur nous. Après, je suis pas en train de dire qu'au Liban, les gens font de l'ijtihad sur le USB 2.0, mais c'est encore cette espèce d'apleuventrisme vis-à-vis des avancées technologiques. OK. Très intéressant. Parlons encore du débat, et ça m'intéresse de voir, est-ce que tu as vu une différence entre le christianisme oriental et le christianisme occidental? J'en ai sans doute vu une. La question est-ce que je l'ai reconnue? C'est-à-dire qu'il y a des différences, mais je vais te faire une confidence. Comme à peu près tous les gens de mon âge, j'ai 46 ans, j'ai été baptisé. J'ai reçu l'éducation catholique à l'école, je pense que jusqu'en 2003, assez tard. Il y avait de la catéchèse dans les écoles publiques au Québec. Donc, j'ai reçu la catéchèse et tout ça. Mais j'ai pas appris grand-chose. Je suis pas particulièrement pratiquant. Je suis catholique parce que je suis baptisé. J'ai pas renié quoi que ce soit, là, mais je viens d'une vie plutôt séculière. Et au Liban, une des choses qui m'a franchement étonné, pour revenir au Hawza, parce que c'était une bonne partie de mon terrain de recherche, c'est l'accueil qu'on m'a fait là-bas. On parle d'école pour des musulmans qui veulent devenir des clercs, enfin des experts de la pensée musulmane, et ils accueillent dans leur rang un Canadien qui n'est pas musulman et qui n'a pas l'intention de se convertir. Enfin, on m'a même pas demandé de me convertir. Ce qu'on s'attendait de moi, par contre, c'est que je connaisse mon christianisme. Et je le connaissais pas beaucoup. Donc, à travers les questions qu'ils m'ont posées,
Pour y répondre, j'ai dû refaire quelques-uns de mes cours de catéchèse. Enfin, j'ai trouvé des réponses à leurs questions parce que je me suis présenté là comme anthropologue. Et comme anthropologue, personne n'a questionné mon sérieux. J'étais en classe, j'avais mon calepin. Ah, vous avez assisté au cours du Hauser, là? Ah oui, oui! Oh, wow. Ah oui! Vous avez fait ça pour combien de temps? Une année académique. Ah, wow, OK. Un peu plus même. Et donc, ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer la générosité de cette administration-là. Je ne dis pas que toutes les administrations de Hauser sont généreuses, mais on m'a permis non seulement d'assister aux cours, mais de faire, on va dire, un mois et demi en première année, ensuite de passer en deuxième année, en troisième année, pour avoir, sur la durée d'une année complète, une espèce de vue d'ensemble. Bon, je vous cacherai pas que au niveau supérieur, j'étais largement largué. Au-delà de la langue, je veux dire, c'est des concepts bons, mais je pouvais voir un petit peu l'arc progressif, c'est-à-dire que comment on acquiert ces Donc, vous avez vu le Bahth Kharij. Je suis resté aux portes de ça, okay. Mais parce que ça, c'est des cours très, très particuliers. Et franchement, j'ai fait des entretiens avec des gens qui suivaient ces cours-là. On vient de lancer un concept, c'est l'équivalent, grosso modo, d'un doctorat dans cet espace-là. Ça, dans les séminaires doctoraux, là, si on peut se faire ce parallèle-là, je n'ai pas eu accès. J'ai eu accès par le biais d'entretiens, mais je ne me suis pas assis dans ces espaces-là. Par contre, j'ai suivi tout ce qui précède. Donc, oui, j'étais en classe, j'étais prêt, j'avais mon cahier et tout. Mais au-delà de mon rôle comme ethnographe ou anthropologue, j'étais aussi un être humain et porteur d'une tradition. Et on m'a demandé, je lui ai dit, je suis catholique. Mais on s'attendait à un peu plus de connaissances de ma part sur le catholicisme. Donc, j'ai dû faire quelques révisions pour répondre à leurs questions. Pour répondre à la vôtre, ce que je dois dire, c'est que, voilà, puisque mes connaissances sur le catholicisme ou le christianisme ont été longtemps plutôt pauvres, j'ai sans doute vu des différences. Et il y en a dans l'architecture, dans la manière, dans la liturgie. Mais de là à pouvoir les apprécier et y réfléchir, j'étais pas équipé pour ça. Et en même temps, j'allais dans un espace qui était assez différent de celui du christianisme oriental. Donc, oui, j'ai vu des différences. Est-ce que je les ai reconnues comme différences? Pas vraiment. Est-ce que j'y ai réfléchi? Non, pas du tout. OK. J'apprécie l'honnêteté, la sincérité. Tu as mentionné que tu étais quelqu'un de séculier. C'est le terme que tu as utilisé? Ou oui, au sens que je mène une vie largement séculière dans une société séculière. Et je suis pas une personne particulièrement pieuse, c'est ce que je veux dire. Non, je vois, parce que ça m'amène à mon autre question, c'est que quand on a parlé au téléphone, tu m'avais dit que il y avait une différence entre sécularité et laïcité. Ouais. J'aimerais que tu m'expliques. C'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il y a une différence entre ces deux termes-là. Moi, j'y vois une différence dans la littérature anthropologique, sociologique sur le sujet. La plupart des gens font une différence. Elle n'est pas très savante. Disons que la sécularité, c'est les efforts, les mécanismes, les procédés, les procédures déployées par les États modernes pour gérer le religieux, pour l'isoler, en faire une sphère distincte, le mettre à distance. Il existe plusieurs façons de le faire. La laïcité étant une de ces façons. Disons que c'est une formule particulière qui est liée à l'histoire française. Ici, au Québec, notre lien, du moins au niveau langagier, au niveau de la langue, avec la France, nous amène souvent à parler de laïcité parce que ces débats-là sur, disons, la place de ce qu'on appelle la religion dans l'espace public convoquent le terme laïcité en France. Et ici aussi, je crois qu'au moment de la Révolution tranquille, on a toujours parlé
parler de laïcité. Donc, les débats se font sur ce terme-là, mais la laïcité, pour moi, c'est une formule, ça inclut pas toutes les manières qui existent sur la planète pour gérer le religieux. Au Liban, on a une façon très particulière de gérer le religieux. Il y a des quotas, il y a chaque religion est représentée, chaque religion a son code de statut personnel. C'est aussi une formule pour gérer le religieux, lui assigner une place, des espaces, un langage, et le mettre à distance d'espaces qu'on voudrait, en guillemets, neutres. Ils sont pas neutres pour autant, mais on aimerait croire, la pensée séculière nous invite à les croire comme neutres. C'est une autre formule, c'est certainement pas la formule française ni la formule québécoise. Donc c'est pour ça que j'ai dit que pour moi il y a une distinction, mais la laïcité serait une formule, une manière de pratiquer la sécularité, qui est cette gestion, administration du religieux, souvent par l'État. Prenons l'exemple du Québec. Quel est l'objectif de la laïcité ici au Québec? Quel est l'objectif prétendu? C'est une vaste question. Je pense qu'une manière de répondre à ta question serait de dire que la laïcité dans l'espace politique est une façon pour certains partis de rassurer les populations sur des changements en cours. C'est-à-dire qu'il y a une réalité démographique, il y a un fait migratoire qui entraîne des transformations, qui génèrent des angoisses identitaires, entre autres. Et l'idée que nous sommes une société laïque, que nous devons devenir plus laïque, parce que c'est ça, la laïcité, la sécularité, ça se termine jamais. Il faut toujours devenir plus laïque, on laïcise constamment, on sécularise constamment. C'est une entreprise, on a l'impression qu'elle est infinie. C'est une manière de rassurer une population, de dire, voilà, la population issue de l'immigration ou ceux qui sont convertis vont devoir vivre leur religion dans un espace prescrit, et donc il y aura moins de débordements, etc. Je pense que les discours sur la laïcité sont aussi mobilisés sur des terrains électoraux. On le sait, c'est un thème, la laïcité, plus largement le thème de l'identité, qui est extrêmement payant au plan électoral. Seulement l'identité au Québec, si on en fait l'histoire, et je suis pas un expert, mais il me semble que ça a longtemps été lié au territoire, l'identité, à la langue, et c'est assez récent que ce soit lié à la laïcité. Ce qu'on défendait longtemps, c'était pas la possibilité d'obliger des gens à avoir un visage découvert, mais on défendait un territoire. Le territoire se fait grignoter constamment, et là, ce qui nous préoccupe, c'est quoi? C'est que des gens portent le voile parce que ça serait ça, la menace à notre identité. Il y a un déplacement, là, il me semble. Mais je suis pas historien du Québec, mais j'observe que le territoire est menacé, et ce qui apparaît comme la menace existentielle pour la survie des Québécois, c'est des pratiques religieuses comme les prières de rue. Est-ce que c'est vraiment ça qui nous menace? Je sais pas, je pose la question. La langue a longtemps été... il est toujours, je pense. Une question importante pour l'identité québécoise. Mais la laïcité, du moins vis-à-vis de quelque chose comme l'islam, ça me semble être assez récent. Pourquoi tu as spécifiquement dit l'islam? Ils appliquent la même règle au judaïsme, au cirque, même aux chrétiens. Oui, mais par exemple, les prières de rue, c'est l'exemple que j'ai pris, ça visait carrément les musulmans. Et il y a eu un beau moment au Québec où les prêtres sont sortis, on dit non, les prières de rue, ça devrait être permis.
mais on les annule. On les annule. Mais oui, parce que je pense que quand on lit entre les lignes, quand on parle d'immigration, quand on parle de laïcité, c'est souvent le musulman, la musulmane qui sont visés ici comme ailleurs. Hein. OK. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on a ce problème au Québec alors que, par exemple, je dis pas qu'on devrait copier l'expérience, mais l'expérience anglo-saxonne avec la sécularité, parce que le terme laïcité en anglais n'existe pas. Je vois pas qu'ils ont ce problème-là. D'ailleurs, je suis en train de regarder un épisode la dernière fois, puis j'étais quelqu'un qui parlait, un musulman qui était à Toronto, puis il a dit, écoute, moi je suis bien ici. Même, tu sais, à l'heure du travail, mon boss est venu, puis il m'a dit, tu sais, t'as une petite chambre, si tu veux faire ta prière, fais-la. Puis après ça, il a dit à Ramadan, ils m'ont souhaité bon Ramadan. Puis je sens que, au contraire, c'est ce genre d'attitude positive, ça encourage la personne d'être fière de où il est. Je comprends pas pourquoi il y a cette peur au Québec, alors que le système anglo-saxon, du moins, il a l'air de bien marcher là-bas. Oui et non. Deux choses. C'est bien. D'abord. Ça, c'est bien. J'aime le oui et non. D'abord, tu disais qu'on traduit laïcité par sécularité ou sécularisme. C'est vrai. Seulement, moi, ça m'a intéressé. Le gouvernement du Québec a proposé sa propre traduction de laïcité et c'était laicity. En disant, nous, c'est pas de la sécularité qu'on fait, c'est de la laicity. Et donc, ils ont forgé ce terme-là pour décrire leur approche, pour montrer que c'est pas celle de la France, mais c'est pas celle du Canada anglais, encore cette tendance de se démarquer, du moins jusqu'à inventer un terme anglais. Donc, ce terme-là existe maintenant, laicity. Maintenant, la comparaison entre l'espace anglophone et l'espace francophone. On entend souvent ça, ce que tu dis. Ah, ça se passe bien à Toronto, ça se passe bien au Canada anglais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'effort législatif dans le Canada anglais qui puisse être comparable à ce qu'il y a eu ici au Québec. Il n'y a pas eu de débat sur la charte, à ce que je sache. Il y a eu le débat sur les tribunaux de la charia, mais c'est quand même, ça fait déjà un bout, et ça ne s'est pas mené sur le même terrain. Par contre, si on regarde les statistiques de crimes haineux, l'Ontario n'est pas à envier. Hein. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la tuerie de la mosquée de Québec. Mais si on regarde les statistiques de crimes haineux envers les musulmans, ils sont beaucoup plus élevés en Ontario qu'au Québec. Je pensais que tu parlais pendant un instant des musulmans envers Non. Okay. Et là, je veux pas m'avancer parce que j'ai pas des chiffres devant moi, mais de mémoire, Hamilton, cette région-là, est le point central de l'islamophobie, du moins des gestes de haine envers les musulmans au Canada. Alors que si on pose la question à n'importe quel Canadien, on va dire où est-ce qu'il y a le plus de haine envers les musulmans, ça serait le Québec. Et il y a une haine évidente. Moi, je suis attristé ces jours-ci parce que on parle beaucoup de Trois-Rivières. L'incident à l'hippodrome où dans les réseaux sociaux, les gens ont dit on a besoin d'un nouveau Alexandre Bissonnette. Et encore aujourd'hui, les vitres de la mosquée qui ont été brisées. Donc, je veux pas dire que finalement, on n'est pas si pire, mais de dire, voilà, ça se passe bien chez les Anglos, ça se passe pas bien ici, on a un problème. Le problème, il y a des réponses différentes qui lui sont proposées, mais le problème de l'islamophobie, je pense, concerne l'entièreté de l'espace occidental. Le Québec a fait parler de lui parce qu'il y a des démarches qui ont été faites, des démarches, la charte, loi 62, loi 21, pour réaffirmer cette laïcité-là. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est pas étranger à un certain électoralisme, mais on en a parlé beaucoup. Ça nous a valu le mépris des anglophones, certains anglophones au pays, mais quand on regarde encore une fois les statistiques sur le terrain, l'islamophobie est largement partagée coast to coast. Es-tu en train de dire que le Québec fait un meilleur job de rassurer la population que le reste du Canada? Je pense qu'il y a une inquiétude particulière quant à la survie des Québécois francophones. Je pense que la peur de disparaître ou la volonté de durer, qui est deux versants de la même question,
est particulièrement important dans l'histoire du Québec. On n'a pas cette crainte-là ou cette volonté-là nécessairement ailleurs au pays, du moins, pas à l'échelle d'une collectivité aussi importante que le Québec. Donc, cette crainte-là existant, il y a cette démarche législative, des projets de loi qui ont été faits pour y répondre, pour, comme je disais tout à l'heure, rassurer certaines personnes qui voient le Québec se transformer. Donc, l'État québécois a été un peu plus proactif sur le front de la laïcité ou de la sécularité, si on veut parler des termes plus généraux, que d'autres provinces au Québec. Mais ça ne veut pas dire que la population représentée par ces élus qui font cheminer des projets de loi est plus islamophobe au Québec qu'en Ontario ou ailleurs. Donc, de dire que les Québécois sont islamophobes, oui, les Ontariens aussi, je veux dire, l'espace. Et là, je dis pas tous les Québécois, mais il y a des actes islamophobes qui sont posés au Québec. Il y en a ailleurs aussi au Canada. Je suis d'accord avec toi. Je le vois personnellement, du moins à Montréal, je suis très bien en tant que musulman. J'ai pas ce problème-là. Ouais. Cependant, moi, je veux dire, ici, pour la raison que je te demande la question, pourquoi on a approché le sujet de la laïcité de cette manière-là? Je veux dire, l'objectif de toute société, ça serait de maximiser la liberté des individus et non essayer de maximiser, je sais même pas si c'est le bon terme, excuse-moi, non, mais de maximiser, mais en fait de rassurer la population. Fait que je sens qu'on est en train de mettre le fait de rassurer la population au-dessus de la liberté de plusieurs individus dans la société. Et ça, c'est éventuellement, je sais pas, ça serait quoi les conséquences de ça? Est-ce qu'on regarde l'exemple de la France présentement? Est-ce que ça s'améliore, l'assimilation de la population maghrébine là-bas? Ou je sais pas, est-ce que... Je pense pas, il faudrait voir les statistiques, mais je pense pas qu'il y ait de signes très rassurants de ce côté-là. La question que tu poses, si je la comprends bien, est-ce qu'on met pas plus d'efforts à rassurer la population blanche qu'à garantir des libertés de personnes venant de l'immigration? En fait, pour être plus direct, moi, quand j'ai grandi dans le Québec, la priorité de la société était d'être le plus libre possible. OK? Et maintenant, ça a changé. Ça serait de rassurer la société le plus possible. Et je trouve ça, c'est un drôle de paradoxe. Pourquoi est-ce que ça a changé? C'est bizarre. Mais il y a plusieurs choses, hein. Je veux dire, d'abord, d'abord, je l'ai dit, mais je le répète. Cet exercice, c'est important à dire ça parce que, puisque cette société voulait être libre, elle voulait avoir sa propre langue, elle voulait avoir son propre territoire. Donc maintenant, je vois que pour être libre, tu dois limiter la liberté de certaines personnes, ce qui est contradictoire à mes yeux. Oui, je comprends. Comme je le répète, cet exercice qui consiste à rassurer est très payant au plan électoral. Ne l'oublions pas, les élections arrivent aux 4 ans. Donc, ces projets-là sont extrêmement payants et les gouvernements veulent se maintenir et être élus. Donc, ça explique pas tout, mais ça explique une partie du problème. Maintenant, pour revenir à ce désir de liberté qui a bercé le Québec dans lequel tu as grandi, dans lequel j'ai grandi aussi, je pense qu'il est bien antérieur à nos naissances. Maîtriser notre territoire, parler notre langue, mais il y avait aussi un désir de liberté vis-à-vis du clergé, la religion. Et pour plusieurs personnes d'une certaine génération, certaines personnes perçoivent avec l'immigration un retour du religieux. Donc, un retour des contraintes, un retour des dogmes, un retour des enseignements. Donc, et on est piégé par ce terme de religion. Comme si l'islam et le christianisme de Duplessis, de ce qu'on a appelé la Grande Noirceur, l'islam
C'est la même qui est chose. pratiqué au Québec, comme si c'était la même chose. Parce que religion à gauche, religion à droite, c'est des traditions complètement différentes, sans parler des parcours géographiques et politiques de ces entités-là. Mais il y a parmi une certaine génération une peur viscérale du religieux. Mm-hmm. Et c'est dur de dire que l'islam, c'est pas une religion. En même temps, on est pris avec ce concept-là de religion qui nous amène à faire toutes sortes de raccourcis. Et donc, cette liberté-là, disons, dans le récit de la Révolution tranquille, cette maîtrise du territoire, etc., a été arrachée en partie à la sphère religieuse. Mm-hmm. Donc, d'où l'idée de protéger ces libertés-là en contraignant les libertés des autres. Je pense que il y a ce projet, et je le défends pas, j'essaie de l'expliquer, mais je pense j'essaie de le comprendre, tu vois. J'essaie de l'expliquer, et je pense qu'il y a un peu de ça, mais je suis d'accord avec toi. De mon point de vue, le désir de rassurer va souvent beaucoup trop loin, et on n'examine pas suffisamment les craintes. Je le disais tout à l'heure, je suis originaire de la Mauricie. Ce qui se passe à Trois-Rivières ces jours-ci me touche beaucoup, m'attriste beaucoup. La Mauricie, c'est aussi joué un rôle particulier dans la crise des accommodements raisonnables. Hérouville, ce petit village, est aussi en Mauricie, qui a eu un code de vie. Et Hérouville émerge, la crise à Hérouville émerge dans une ville où il n'y a pas vraiment de musulmans et où le contact avec l'altérité musulmane est réduit à peu près rien. Donc, pourquoi ça émerge là? On est à un moment aussi où les bulletins de nouvelles locales disparaissent. Donc, à Hérouville, ce qu'on voit, c'est Montréal. Les gens voient ça à la télé. Il n'y a plus beaucoup de nouvelles locales. On voit Montréal. Les gens sont à Hérouville. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont pas de contact avec les musulmans. Donc, cette distance-là, médiatisée par des images, par la télé, peut aussi participer à certaines craintes. Il y avait dans cette crainte-là, et je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y avait dans cette crainte-là une certaine ignorance. Mais plutôt que s'attarder à l'ignorance qui nourrit la crainte, on cherche à rassurer par le biais de mécanismes législatifs comme la Charte. La Charte fait suite à ça. Donc, il y a plusieurs choses qui nourrissent cette crainte-là. Là, je passe par la montréalisation des bulletins de nouvelles et de l'espace médiatique, mais ça fait que les gens sont à distance d'une certaine réalité qu'ils perçoivent à travers leur quotidien et qui leur fait peur. Mais si cette chose-là était prise pour ce qu'elle est, on n'aurait peut-être pas besoin d'une charte, là. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire là, sur ce désir de rassurer. Bon, c'est bien, je voulais juste comme en parler un peu parce que c'est quand même intéressant peut-être votre remarque dans le téléphone, durant notre conversation au téléphone. Pour revenir au Dahi et ce qui se passe dernièrement avec les bombardements d'Israël dans Dahi. En tant qu'anthropologue, je ne sais pas comment vous répondrez à cette question, mais pourquoi on parle souvent de groupes terroristes, mais pas d'État terroriste? Que même l'État iranien, qui est considéré peut-être l'ennemi de l'Ouest présentement, t'entends rarement le terme l'État terroriste iranien, à part peut-être les Israéliens l'utilisent, mais pas les Français, pas les Anglais, pas les Canadiens. Mais c'est très facile de dire que le Hamas sont terroristes, le Hezbollah c'est terroriste, mais dire que l'État israélien, ou même peut-être à un moindre degré l'État iranien sont des États terroristes, c'est beaucoup moins récurrent. C'est une excellente question. Le terrorisme étant l'usage en politique de la terreur, l'usage de la terreur comme outil, instrument politique. Israël fait certainement usage de la terreur. On l'a vu dans toutes les offensives au Liban récemment. Des villages chrétiens ont été bombardés pour ne pas qu'ils accueillent des chiites qui se sauvent des espaces
qui vont être bombardés. C'est-à-dire, les Israéliens disent « quittez, vous allez être bombardés », mais les quelques endroits où on pourrait les accueillir sont aussi bombardés pour briser cette solidarité-là. Ça, c'est clairement de l'usage politique de la terreur. Donc, et c'est fait au nom d'un État par une armée. J'ai une réponse à savoir pourquoi on ne décrit pas Israël comme un État terroriste, parce qu'on a des liens politiques, économiques, commerciaux avec Israël qu'on veut préserver. Maintenant, l'État iranien... Ils utilisent même excuse-moi pour ça, ils utilisent même l'État iranien sponsor le terrorisme. Oui. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ils font cette différence entre État et groupe. Oui. Je saurais pas dire pourquoi, même les commentateurs, c'est une très bonne observation, pourquoi les commentateurs ici qui sont hostiles à l'Iran, pourquoi les commentateurs n'utilisent pas le terme terroriste pour parler de l'État iranien? Parce que vous avez tout à fait raison de dire qu'on dit qu'ils sèment la terreur. On dit, les analystes disent, sèment la terreur par le biais de ces groupes au niveau régional, mais il est rarement... Il faudrait remonter peut-être à l'époque de la guerre froide pour voir vraiment si cet adjectif de terroriste n'est pas utilisé pour parler d'un État. Il me semble qu'on a parlé de l'Union soviétique comme l'Empire de la Terreur. Je ne sais pas si on parlait d'Empire terreur. J'étais pas né, j'ai pas étudié ça, mais c'est une bonne question. Ok, c'est bon. C'était juste quelque chose auquel j'ai pensé, puis je pensais que c'était quand même intéressant d'avoir cette conversation. Pour terminer, je vais terminer avec une question un peu sensible, parce que c'est un sujet polarisant. Mais comme anthropologue, surtout quelqu'un qui est allé au Dahi, comment est-ce que tu abordes un sujet comme le sujet du Hezbollah? Tu vois, pour moi, de m'intéresser à un espace comme la Hausa, la manière dont le diagnostic que ces gens-là portent sur le présent, les outils qu'ils développent pour y faire face le mieux possible, les rapports interpersonnels, la manière dont on se permet de se faire des reproches. Ça a été une façon de parler de la Dahiya, de cet espace-là, sans l'associer au Hezbollah. Parce que dès qu'on parle de la banlieue sud, d'ailleurs, on dirait que Beyrouth n'a qu'une seule banlieue, hein. Il y a toujours la banlieue sud, hein. C'est bastion du Hezbollah. Comme si les gens là-bas ne réfléchissent pas, ne débattent pas, ils ne font que soutenir, les yeux fermés, le Hezbollah. Pourtant, c'est faux. D'ailleurs, moi, ici, c'est intéressant que tu aies utilisé bastion. Pourquoi on n'utilise pas le terme berceau? Parce qu'en arabe, c'est Hadina Hezbollah. Ouais. Hadina, c'est quelque chose... Ouais. Donc, bastion, ça donne un terme péjoratif aussi. Ah, donc ça, c'est l'objectif, hein? Ouais, mais non. Après ça, berceau, ça fait référence à l'enfance. Est-ce que le Hezbollah est né dans la banlieue sud? Il est né dans le Beqa, mais officiellement, il a dit qu'il existe en 84. Je pense que c'était dans le Dahi. Moi, je faisais référence plus à un terme plus proche à l'arabe. Quelque chose, Hadina. Ça veut dire que... Ouais, mais je voulais juste arrêter sur ce point-là. Je vais te laisser continuer parce que je trouve qu'on utilise bastion, forteresse, et pour te faire penser que, dans le fond, c'est, comme tu as dit, il y a juste le Hezbollah là-bas. Ça n'existe pas, il y a rien. Et plus que ça, c'est toujours un langage militaire. Ouais, exact. Bastion, forteresse, c'est toujours un langage teinté d'une certaine agressivité, comme si, non seulement ils sont des adhérents aveugles au Hezbollah, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'on dit d'eux, mais ils sont en guerre. Forteresse, bastion, voilà. Ils connaissent rien que la guerre. Oui, voilà. Et c'est leur langage. Encore une fois, je commente le regard que certaines personnes posent sur cette région du monde. Donc, maintenant, j'ai pas voulu nécessairement
ignorer le Hezbollah. J'ai pas voulu montrer que finalement les gens débattent du Hezbollah. Certaines personnes détestent le Hezbollah, certaines personnes aiment le Hezbollah. Ça n'a pas été mon objectif, même si dans certaines choses que j'ai dites ou j'ai écrites, je montre que le Hezbollah fait partie des débats à la Hausa. Dans les cours, les gens débattent de ça aussi. C'est pas tabou nécessairement. Les gens en parlent. C'est un sujet de discussion. Mais j'ai pas cherché à montrer que le Hezbollah est critiqué ou débattu ou machin truc. Parce que ça aurait été répondre aux clichés. Donc, de l'accepter comme réalité avec laquelle il faut débattre. Je veux dire, d'un point de vue sociologique, c'est juste parfaitement faux. Donc, pour revenir à ta question sur le Hezbollah, j'ai jamais vraiment parlé de ce parti politique. Ça a jamais été, ça a fait, évidemment, c'est une présence dans la banlieue sud. On peut pas l'ignorer. Mais pour moi, c'était une sorte d'arrière-fond que j'ai accepté. Et si, d'ailleurs, pour parler un langage plus technique, c'est pas simple d'étudier le Hezbollah. Il faut toutes sortes d'autorisations là, pour un ethnographe. Et tant mieux, parce qu'il se protège. On l'a dit tout à l'heure, hein, l'anthropologie est une science coloniale. Puis on en sait, on ne sait pas comment ce savoir-là va être utilisé. Ils font très bien. Mais si j'avais voulu mener ce genre de projet de recherche-là, ça m'aurait demandé tout un autre type d'effort, de démarche, que j'ai pas fait parce que c'était pas... Bon, j'ai eu des autorisations, évidemment, parce qu'on rentre pas dans la banlieue sud comme dans un moulin, mais j'ai pas creusé ces choses-là parce que ça m'apparaissait pas politiquement comme la meilleure chose à faire. Juste avant que tu termines ton idée, je veux que tu nous racontes, est-ce que tu as déjà une histoire spéciale? Tu as dit qu'on n'entre pas dans le banlieue sud comme dans un moulin. Est-ce que tu as déjà vécu des histoires dans la banlieue sud assez spéciales en termes de sécurité, par exemple? Oui, je me suis fait interroger. Je me suis fait interroger et j'ai répondu et... Bon, c'est pas du moment hyper agréable, mais en même temps, j'étais content qu'on le fasse. Je veux dire, cette portion-là du pays est en guerre. C'est la moindre des choses qu'un homme comme moi qui circule comme ça se fasse questionner. Je veux dire, je pourrais très bien, je veux dire, réaliser, je veux dire, je pourrais travailler pour un autre pays. Je veux dire, je pourrais faire toutes sortes de choses avec mes observations. Donc, et certaines personnes se protégeaient vis-à-vis de moi aussi. Elles ne voulaient pas me répondre. C'est parfaitement correct. C'est évident? Ah oui! Ah oui, mais je veux dire, il faut s'attendre à ça aussi. Si un Américain va à Cuba poser des questions aux gens, on va s'en poser aussi. Hein? C'est normal et c'est absolument sain. C'est pour ça que ces vérifications-là, je les ai pas faites en sifflant. Je veux dire, j'ai répondu du mieux que je pouvais, sachant que c'est pas tous les jours qu'un anthropologue, et ça peut très bien être une manière d'aller chercher de l'information ou de la vendre, ou peu importe. Donc, j'ai essayé de m'expliquer du mieux que je pouvais, mais j'ai pas été outré de ça. Au contraire, je me dis, ben, il se protège, c'est très bien. Il devrait peut-être même le faire plus, hein, parce qu'il y en a qui vont chercher de l'information là. Et s'ils doivent se protéger d'autant plus que ce que j'ai rencontré à la Hausa, pour revenir à cet espace très particulier dans la banlieue sud, c'est un respect énorme, sans limite, pour la connaissance en islam. Et donc, pour eux, je disais tout à l'heure, c'est quand même bizarre là, qu'un chrétien blanc, canadien, soit accueilli dans cette Hausa. Et c'était parce que ma démarche était une démarche de connaissance. Un doctorat, anthropologie, essayer de comprendre. Ça, cette idée-là leur plaisait énormément parce que eux aussi sont dans une démarche de connaissance. Et donc, ils m'ont ouvert les portes. Bon, j'ai eu des discussions avec eux, j'ai expliqué ce que je faisais, évidemment. Et eux aussi ont sans doute eu des autorisations venant d'ailleurs. Mais il y avait un réel enthousiasme vis-à-vis de mon projet de recherche parce que ça participait à
à la connaissance humaine. Et ils avaient, eux, comme chercheurs dans l'islam, ils avaient un respect infini pour ça. Et donc, ce respect-là, cet intérêt-là, aurait pu être mobilisé par quelqu'un qui avait d'autres idées en tête. Et donc, l'idée de se protéger, bien sûr. Plus qu'une fois, on m'a interrogé. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas des moments agréables, mais c'est absolument nécessaire. Maintenant, anecdote, souvent, quand on me voyait circuler entre les séminaires, entre les hawzat, avec mes livres sous le bras, si je n'ouvrais pas la bouche, parfois on me prenait pour un Iranien. Les cheveux plus foncés qu'aujourd'hui, il faut dire. Mais je me suis dit, bon, ben, dans la banlieue sud, tant qu'à être pris pour un étranger, un Iranien, c'est pas plus mal. On va parler, pour terminer l'entrevue, du côté spirituel. Tu as parlé beaucoup au niveau de la connaissance. Tu es resté 1 an dans le Hawza, donc tu as vu l'appel à la prière peut-être 5 fois ou 3 fois durant la journée parce que c'est le côté chiite. Donc, la prière du matin, la prière du Dohr, donc à midi, puis la prière de la nuit, le Maghrib. J'imagine aussi qu'ils ont, chaque jeudi, ils ont le Dua Kumail, je sais pas comment, je dirais ça comment en arabe. Comment tu as trouvé ce côté-là qui, je sais pas, tu m'as dit que t'étais pas nécessairement trop pratiquant, donc ce côté-là spirituel, comment est-ce que tu as vécu ça exactement? Ben, l'appel à la prière, moi, je trouve ça toujours très beau, là. Faut dire 5 heures du matin. Ben, je suis une personne qui dort bien. Donc, j'ai jamais été réveillé par l'appel à la prière. Mais, ça, c'est très personnel. Dans les différents lieux que j'ai habités dans ma vie, j'ai toujours aimé, quand j'étais dans un espace plutôt chrétien, entendre les cloches. Ou quand j'étais à Berkeley, il y a un campanile qui sonne l'heure. J'ai toujours aimé entendre le campanile parce que ça me donne l'impression qu'à travers le son, il y a quelque chose qui nous réunit. On a l'impression d'appartenir à une communauté, ne serait-ce que par l'effet sonore. Donc, le son du campanile qui sonne toutes les heures à Berkeley, ou les cloches dans mon quartier ici à Rosemont, ou les cloches du quartier que j'habitais à Beyrouth, parce que j'ai pas habité la banlieue sud. J'habitais à Hadas, donc juste un peu plus haut, quartier chrétien. Cloche. Et donc, l'appel à la prière, qu'on entendait de Hadas quand même. Au-delà de ces distinctions-là, séculier, religieux, chrétien, c'est quelque chose que, au niveau purement esthétique et social, d'une certaine manière, j'ai toujours apprécié entendre ça. Un son qui traverse le quotidien de tous et chacun, qui a évidemment des significations différentes. Pour moi, c'est l'idée d'appartenir à un ensemble plus large que moi et mes shorts ou ma maison. Ça m'a plu, mais j'y donne un sens non religieux, là, non, comme je dis, simplement esthétique. Donc, pour l'appel à la prière, ça m'a plu. Maintenant, la prière du vendredi, ben oui, de voir des gens rassemblés. J'ai pas des espaces que j'ai étudiés moi-même, mais c'est pas quelque chose qui me dérangeait, c'est pas quelque chose qui me fascinait non plus, mais j'y voyais là la vie, le rythme de cette collectivité-là. Le regroupement, l'organisation. Ouais, mais j'ai pas cherché à dire, voilà, c'est bien, on devrait faire ça, non. Mais c'était la manière de vivre, c'est encore la manière de vivre, je suppose, même je suis pas allé depuis quelques mois. Et ça m'a jamais posé problème, sauf quand, je le disais tout à l'heure, mes collègues à la Hawza me posaient des questions très, très précises sur la messe et tout. Et là, je disais, ouais, ça, faut que j'aille vérifier quand même. Et là, j'allais revoir mes notions parce que eux, sont des séminaristes, des étudiants, c'est des gens qui sont essentiellement, qui sont très curieux. Donc,
et sont pas en contact avec un chrétien tous les jours. Donc, ils m'ont posé beaucoup de questions sur l'anthropologie aussi, mais sur le christianisme en partie. Et pour leur répondre de manière honnête, comme je disais, j'ai dû parfois réviser certaines notions. Pour finir sur une bonne note, gastronomie. Qui est Ouais. la meilleure? La Russie, Mexique, Canada, le Québec ou le Liban? Le Liban. Ah. Cela dit, je dirais Belad Sham. Bilal Cham. Je suis d'accord. Parce que c'est certainement pas moins bon à Alep. Ah non, au contraire. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Donc, Malgré que peut-être il va y avoir certaines personnes qui vont pas être après ça, les gens contentes de disent, cette c'est ça. réponse. Voilà, ce qu'on appelle comme la bouffe libanaise, c'est souvent... C'est un mélange entre la Syrie puis même l'influence ottomane. Ouais, la Turquie. c'est ça. Ne soyons pas nationalistes quand Exactement. il vient de parler de cuisine. Ouais, On me disait que le grand pôle de la région, c'est justement Alep. L'autre grand pôle serait au Maroc. Donc, c'est une cuisine qui est essentiellement régionale et non nationale. Mais oui, la Russie, malgré que de très bonnes choses en Russie, la Russie ou le Québec, non, ça ne fait pas le poids. Jean-Michel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon,